histoire d'incidents, de problèmes qu'il y a eu dans différents cloud providers ou d'autres entreprises, et donc ainsi voir quelles sont l'origine du problème et comment elle a été résolue, ainsi que quelques petits conseils qu'on peut tirer de ces leçons. Donc qui suis-je? Je suis David, ça fait bientôt 3 ans que je suis à OVH Cloud en tant que DataOps et j'ai fait une mission de 2 ans, chez, Amadeus pour le compte d'Altran, donc sur, la partie DevSecOps, de de l'infrastructure de leur data lake. Et sinon, donc je suis diplômé d'INSEAD de Lyon en 2014 avec une université également brésilienne, et j'ai eu l'occasion de faire un projet de fin d'études avec Facebook dans le cadre du Facebook Open Academy. OVH Cloud avec, Aurélie et Horatio, je pense que vous commencez à nous connaître. On fait partie donc on est membre de Gaia X et depuis, 2020, on est certifié Secnum Cloud. Nous avons 4 univers de produits, donc le classique mutualisé web. On a aussi du VPS, mais récemment des services as a service comme DB as a service, S3 High Performance, donc avec OpenIO, ou bien même du machine learning ou de l'intelligence artificielle, donc avec ML as a service. On est transparent à la facture, il n'y a pas de vendor locking et on a toute la question de souveraineté qu'on essaie d'atteindre donc au niveau data, technologique et opérationnel. Donc quand vous pensez à un projet cloud, au lieu de traverser, l'Atlantique et à penser à nos concurrents, venez jeter un coup d'œil à nos solutions. Mon équipe s'occupe du data lake d'OVH Cloud, donc toute cette, acquisition de la donnée, métier. On la met dans le data lake et après on la propose à nos clients internes pour pouvoir l'analyser, faire de l'analytique, de la BI. Encore un petit peu malade, donc je vais me muter de temps en temps. Et on s'occupe donc de la partie day one, day two operation, donc de l'installation jusqu'à tout le cycle de vie de cette infra. Et donc, on automatise au maximum à la GitOps, donc avec l'installation de nouveaux produits, la mise en place de MEP, la validation unitaire et d'intégration, tout ce qui est mise à jour d'infra et également les benchmarks et les audits. Maintenant que je me suis présenté ainsi que mon équipe, c'est à votre tour. Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes plus dev? Est-ce que vous êtes plus ops? Est-ce que vous êtes étudiant? Donc merci de répondre dans le chat et comme ça je vais lire. Donc des ops, des devrel. Chef de projet, d'accord. Donc un public bien varié. C'est ce qui fait la bonheur du cloud. Merci pour vos informations et j'ai une deuxième question pour vous. Avez-vous déjà possédé un téléphone d'astreinte? Donc comme celui-ci que j'ai sur moi. Ah, Rémi dit que oui, mais avec un petit smiley triste. C'est vrai que l'astreinte, si elle est mal, préparée à porter, bah, on voit ça plutôt comme une contrainte, alors que, comme on peut le voir, par exemple, Doctolib a fait un joli blog post dessus. Ça peut être quelque chose qui peut être bien vécu. Clément qui dit: «Je n'ai jamais fait d'astreinte, mais je connais bien le phénomène». Bah, merci pour vos réponses et maintenant on va passer sur cette partie histoire. Donc avec le confinement, je me suis permis de voir plusieurs talks et donc je me suis dit: «Bah, au lieu de juste, voilà, prendre la connaissance de ces, différents meet-up qui s'étaient en distanciel, bah, je vais vous apporter plutôt une fiche de lecture. Donc voilà ce que j'ai vu dans les confs et donc après vous pouvez, cliquer sur les slides sont disponibles et vous pouvez après donc cliquer sur les liens pour vous approfondir sur ces différentes conférences.
On va commencer par qu'est-ce qu'un post-mortem? Donc, quand il y a un incident qui se crée, on a un ticket client ou une alerte d'une sonde qui vient dire donc qu'il y a un souci sur l'infra. Donc, il y a toute la partie support qui est résolue classiquement. C'est la partie qu'on connaît très bien. Donc, un email qu'on ouvre, un ticket sur Jira ou d'autres systèmes. Et donc, on a toute cette phase-là de résolution de l'incident. Néanmoins, en parallèle, l'équipe d'ingénierie donc va faire l'investigation, va résoudre au plus vite avec un workaround, va patcher définitivement le bug et en découle l'écriture d'un post-mortem qui peut être publié ou pas, juste à vocation interne ou externalisée. Et donc c'est là-dessus que se base la plupart des études. Au niveau du post-mortem, on retrouve plusieurs facteurs. On retrouve l'identification de l'incident, comment il a été détecté, est-ce que c'était juste un ticket client ou pas? Le flux d'informations, comment vous communiquez avec vos clients? À travers Webex, à travers, Slack, à travers, Twitter, à travers, heu, les pages de statut. Comment a été, structurée votre, résolution d'incident? Est-ce que vous avez fait intervenir plusieurs équipes ou pas? Donc cette, notion d'utilisation de ressources, le temps que vous avez mis pour le déclencher, est-ce que c'était optimal? Est-ce que vous n'avez pas mis trop d'équipes sur le pont ou pas suffisamment? Il y a la notion de processus, donc est-ce que vous respectez les SLA, SLO? Et donc cette, rédaction, qui peut être, à vocation publique ou pas. Donc tout cela est vraiment bien défini dans, le référentiel ITIL. Donc si vous connaissez bien ITIL, n'hésitez pas à le dire. Un exemple récent, c'était donc, en janvier, il y avait Docker et GitLab, même Docker, même, GitHub là actuellement a ce genre de soucis. Donc, toutes ces pages où vous avez des perturbations, des incidents avec, votre outil que vous utilisez, doit normalement découler cette écriture de post-mortem. Alors, on va prendre un premier exemple avec un Elliot. Cette histoire, elle s'est déroulée à plusieurs reprises dans différentes entreprises. L'histoire commence toujours de la même manière par Il était une fois, tel un conte. Il était une fois un junior fraîchement sorti de l'école d'ingénieur de l'université et qui avait déjà réalisé plusieurs stages dans d'entreprises différentes. Après quelques interviews, avec la fougue et l'ardeur de la jeunesse, ce junior était impatient de commencer et de mettre en application tout ce qu'il venait de voir pendant ses années d'enseignement. Il ou elle était impatient de commencer. Comme on l'a vu en keynote, il est important d'intégrer cette notion de mixité, donc j'aimerais parler il ou elle à chaque fois, mais c'est contraignant. Donc pour cela, on va le prénommer Elliot. Elliot se rend dans les bureaux. Souvenez-vous, à cette époque où il était sans masque, sans geste barrière, ni distanciation sociale. Il visite les locaux, il a une présentation de ses futurs collègues, il prend un café avec eux, il reçoit son ordi haut de gamme qu'on vient de lui donner, peut-être le tout dernier M1, qui sait. Et donc, il doit installer les applications pour commencer à faire son travail, commencer à développer. Pour cela, il a la doc sur un Confluent, sur un outil similaire, et commence à tout installer, les dépendances, les outils. En effet, à l'époque, il n'y avait pas Gitpod ou GitHub Code Spaces, donc c'était une labeur de faire cette préparation d'installation de tout ce qui est dépendance. Il se configure sa petite machine virtuelle, les repos, et il lance les tests. Donc jusqu'à là, pas de souci. Puis, il commence tranquillement à faire sa petite programmation dans son coin. C'est sa première journée, il est tout content. Et il se voit autour de lui, tiens, un coup de téléphone par-ci, un coup de téléphone par-là, et tout le monde qui s'agite. Il y a un problème sur la production, le site web de l'entreprise ne marche plus. Et là, tout le monde est invité à venir identifier la route cause parce que là, l'entreprise perd de l'argent vu que c'est le cœur de son business. Soudain, après quelques dizaines de minutes, il y a un des trois seniors développeurs qui identifie le problème. Et il va en discuter quelques mots au CTO ou le directeur de la DSI pour lui présenter son raisonnement. Ce dernier approuve
et donc va voir Elliot. Il lui dit: «Tu as tout supprimé dans la DB de prod, prends tes affaires, tu dégages, je veux plus te voir». Ce qui s'était passé, c'est que dans le Confluence, Elliot avait pas fait gaffe, mais il y avait 2 sous-chapitres, un, un chapitre dev, un chapitre prod. Il a fait trop vite, il a copié les mauvais threads, et donc quand il a runné ça sur son ordinateur, la première chose que fait les tests end-to-end, c'est de venir charger une base de données, et donc il fait un drop table, il charge les jeux de test, et il lance les scénarios. Mais comme il avait référencé les credentials de prod, bah, au lieu de faire ça sur sa machine, ça s'est fait sur la production directement. Donc on a ce fameux sticker de Clever Cloud, mais aussi le dicton comme quoi les pouvoirs viennent avec cette grande responsabilité. Et cette histoire, elle s'est produite donc chez AWS la veille de Noël en 2012. Le newcomer s'était pas rendu compte dans la doc, il avait dû donc s'était trompé dans les fichiers de configuration et avait exécuté donc ses tests sur la prod directement, droppant intégralement la DB. Ce phénomène a eu aussi chez GitLab ou DigitalOcean en 2017. Que pouvons-nous apprendre de cela? Donc premièrement, il y a le fait de, quand on donne des accès comme ça à la prod, se dire bah c'est pas au premier venu qui puisse avoir accès à la prod. Donc vraiment faire une restriction au niveau de ces creds importants de production. Donc le mettre dans un locker, dans un vault. Après, il y a tout ce qui est test vraiment approbation manuelle, un peu à la Jenkins. Bah, quand vous faites un drop table, peut-être ça serait à ce moment-là qu'il y aurait une approbation manuelle. Il ne faut pas que ça soit directement exécuté sur votre infra de prod, parce que normalement, ce genre de commande est vraiment majeur et il faut vraiment plusieurs personnes qui autorisent ce jeu pour faire ce genre d'action. Par exemple, en cas d'incident vraiment majeur. Il y a aussi le fait d'auditer et donc protéger votre environnement. Quand vous faites un drop table, un outil pourrait venir ici dire bah, attention, vous êtes en train de faire une commande qui n'est pas autorisée sur la production. Pour l'instant, je la discarde. Et ce qui s'est passé chez AWS, également chez GitLab ainsi que DigitalOcean, c'est tester, s'il vous plaît, vos procédures de backup. Et surtout, comment les restaurer. Parce que ça se peut que le backup tourne depuis des années et des années, mais s'il n'y a eu aucune restauration qui a été réalisée, ce n'est pas face au fait accompli que vous allez pouvoir dire: «Mince, finalement le backup il est corrompu» ou «Il manquait des informations». Donc testez vos procédures de restauration. On peut avoir aussi ce souci on aime bien dire en France, c'est la faute du stagiaire. Là, on a un exemple avec, HBO qui, s'excuse parce que, un mail a été envoyé à tous les abonnés par mégarde. Nous avons eu la même chose chez OVH il y a maintenant 6 mois où, un public postage a été envoyé à plus de personnes que ce qui avait vocation. Donc, voilà un exemple. Récemment, les tests de Julien, tout le monde a été, on s'est dit: «Bah, tiens, l'application Air France, s'est peut-être fait, pirater parce que c'est bon, test, de Julien à nouveau». Donc des tests sur la prod. Ils ont dû, je sais ça serait intéressant de voir sur leur post-mortem. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat? On dirait que non. Donc je vais enchaîner avec une autre petite histoire qui m'a impacté. Donc j'étais tranquillement, au bord de la piscine, d'astreinte, mais bon, le téléphone ne sonne pas souvent. Et là, soudain, je reçois un message comme quoi il y a un souci. Mais ce qui me terrifie le plus, ce qui me glace le sang, c'est un mot. On me parle du legacy. Nous avons des soucis sur le legacy.
Donc je trouve que ce schéma est vraiment illustratif. Le legacy, c'est un peu cette nébuleuse où on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Ça tourne depuis 2003, la sécurité est balbutiante, tout est un peu, voilà, faut pas trop toucher. Et là, moi, en tant qu'opérateur, il va falloir que je j'intervienne. Mais cette notion de cloud est bien là. Donc j'avais reçu le transfert de l'ownership de cette infra et la documentation était, vraiment pas très complète et je trouvais cela de mauvais augure. Cet incident semblait disparaître suite à un restart du service, donc sur l'un des nœuds du data lake. Donc j'étais tout content, je vais aller déjeuner, je continue à faire mes petits plongeons dans la piscine, c'est le mois de juillet. Puis à nouveau, le téléphone y retentit à nouveau et l'incident était devenu un problème. En effet, je ne sais pas si tout le monde connaît un peu, la différence, entre un incident et un problème. Si dites-le moi sur le chat. Mais, au niveau de la certification utile, ce qui se passe, c'est que quand il y a un incident, bah, voilà, il y a un incident. Si cet incident se reproduit à nouveau, alors là, ça devient un problème. Un problème, c'est juste quand un incident, se répète plusieurs fois. Donc, je sais que une solution rapide pour, résoudre mon problème, c'est redémarrage de service. Mais bon, si je commence à faire ça, toutes les heures, c'est pas une bonne méthode. Donc je vais trouver un moyen de résoudre, ce problème sur le legacy, sans tout casser et sans me retrouver dans cette nappe phréatique avec la dette technique qui me colle derrière. Donc après la lecture des machines de log de la machine concernée, je remarque que le problème est lié à une saturation de la pool de connexion. En gros, quand vous avez un serveur, il y a une file d'attente de toutes vos connexions entrantes. Et donc là, si elle sature, bah, il n'y a plus de place. Ça sort du champ. Donc j'essaye de contacter les développeurs sans réponse, c'est un week-end. Je remarque qu'il n'y a pas de changelog, il n'y a pas d'historique des changements. Donc je ne peux pas intervenir sur les derniers changements. Et donc j'ai programmé un workaround. Mais maintenant, comment le développer? Est-ce qu'on se dit, bah, c'est du legacy, on jette ça et mon débarras? Non. Donc j'ai opté pour la méthode KISS. Je ne sais pas si vous connaissez toutes cette méthode, mais la méthode KISS consiste à j'ai perdu le focus. Keep it simple stupid. Donc l'idée, c'est, comme il y a eu plusieurs occurrences de ce problème, j'ai installé une sonde qui va venir checker ma connectivité de mon service toutes les 5 minutes. Donc je viens voir, est-ce que le service fonctionne ou pas? Avec un timeout de 10 secondes. Si mon service ne répond pas dans les 10 secondes, OK, je considère que le service est down et donc je fais un redémarrage classique en Linux, un sudo service, restart parce que le service est tombé. Depuis 1 an et demi, ce comptable tourne et il a déjà, redémarré une 70 fois le service. J'ai plus du tout entendu d'incident de problème plutôt, sur ce service dans le legacy. On a aussi une variante qui dit keep it super simple. En effet, ce script-là, il fait juste 10 lignes de bash et qui va juste venir faire un call pour voir si le service répond bien. Il n'y a pas de dépendance avec d'autres outils, quelque chose de très simple, avec un fichier de log pour le lire si besoin. Chez Amadeus, j'avais côtoyé beaucoup de personnes chez Orange, et eux, ils appellent ça TPMC, TPCM plutôt, qui dit ne touche pas, c'est magique. En effet, quand ce monde-là du legacy, ils ont vraiment ce mot-là chez eux pour dire bah touche pas, ça fonctionne bien, laisse, c'est vraiment voilà dans un coin.
À ce sujet-là, j'ai une connaissance qui lui arrivait cette fameuse chose, vous savez, un ordinateur sans écran qui fait du bruit dans un bureau fantôme. Et ça se passait à Lyon. Donc nous sommes assez sensibilisés avec la proximité avec Grenoble sur l'écologie, surtout quand on a nos pics de pollution hivernaux qui nous le rappellent. Et donc par des soucis écologiques, cette connaissance débranche l'ordinateur, le range dans un coin en partant un soir du bureau. Mais le lendemain, son chef de service la convoque. Elle venait de débrancher le serveur de la TPE. Et depuis ce jour, il y a ce fameux clip art qui est collé sur l'ordinateur en disant serveur. On voit la même chose sur la twittosphère, par exemple, un Mac qui tourne dans un coin et il faut surtout pas y toucher. Voilà pour une petite anecdote. Y a-t-il des questions? Non, je vais continuer. C'était le 8 juin, j'étais tranquillement en télétravail et mon beau-père à côté de moi me dit bah son ordinateur ne fonctionne plus. En effet, quand il consultait Marmiton, il avait une erreur 503. J'ai dû le tester sur mon ordinateur à moi pour remarquer que non, c'était bien un problème mondial. Et ce problème avait touché une grande partie d'Internet, comme des sites comme The New York Times, The Guardian, The Financial Times, Le Monde, Reddit, Twitch, Amazon, PayPal, ou même des sites institutionnels comme la Maison Blanche, le gouvernement britannique, ont été interrompus suite à cette panne mondiale. Et donc les visiteurs étaient accueillis par un message tout simple, 503, ou ce genre de connection failure, fastly error, varnish guru. Et donc, comme on peut le voir sur le deuxième slide, on semble que cette panne mondiale est liée à un réseau de diffusion de contenu, qu'on appelle en français donc un CDN, qui est Fastly. Donc là, la fameuse varnish avec le gourou. En d'autres termes, quand on accède à Reddit, au site de la Maison Blanche, via notre navigateur en France, le contenu ne voyage pas systématiquement par ces câbles transatlantiques, mais un CDN peut venir prendre le relais et vous transmettre au plus près les pages que vous demandez, donc une sorte de cache géographique. Dans le marché des CDN, on connaît beaucoup Akamai, Cloudflare ou Amazon CloudFront. Fastly, eux, ils ont été fondés en 2011 et sont rentrés en bourse en 2019. Quand on se connectait sur leur site, qui ne marchait pas, mais sur leur site de status, il était écrit le suivant. Nous avons identifié une configuration de service qui a déclenché des perturbations sur nos points de présence au niveau mondial. Nous sommes en cours de désactivation de cette configuration et le réseau mondial va revenir en ligne. Et donc là, on peut se dire, bah, un CDN, c'est pratique parce que ça permet de répondre au plus vite à vos clients. Néanmoins, le protocole actuel de HTTP, HTTP2 ou HTTP3, ne prend pas en compte cette notion de rapidité de CDN, parce que si le CDN tombe, bah, vous n'avez pas de fallback par défaut prévu dans votre protocole. Toujours sur la twittosphère, on peut voir ce genre de choses qui est un XKCD qui dit bah au final, c'est un peu un talon d'Achille, c'est un peu un spoof d'infrastructure distribuée. On peut être multi-site, multi-région, et d'un autre côté, notre CDN, s'il marche plus, votre site ne fonctionne plus. Donc là, on peut se dire, bah, peut-être il y a une optimisation à faire au niveau du protocole pour pouvoir prendre en compte bah, ce fallback quand il y a un souci au niveau du CDN. Donc voici ce qu'on voit sur leur post-mortem. C'était quelque chose qui donc s'est déclenché le 8 juin. Néanmoins, ça vient de plus loin. Ça vient du 12 mai, où il y avait un client qui avait demandé une configuration spécifique dans des cas spécifiques.
Et finalement, ce cas spécifique se déclenchait tout le temps. Au niveau des SPOF, Google en a connu un similaire où c'était leur système d'authentification qui avait ce souci-là et donc ça avait paralysé l'ensemble des produits, YouTube, Gmail. Que pouvons-nous apprendre et en tirer? Premièrement, au niveau des messages de personnalisation. Si j'avais pas intervenu, mon beau-père, il aurait foutu en l'air son ordi parce il accédait plus du tout à Marmiton et il voulait faire sa recette, pour son déjeuner. Donc même dans la documentation de Fastly, ils le disent: «Personnalisez vos messages d'erreur». Donc même si Fastly ne fonctionne plus, affichez un message, affichez votre CSS pour ne pas avoir on se croit dans les années 90 avec, un écran, noir et orange, qui dit, bah, syntaxe error, quoi. Testez également vos demandes clientes. Comment cet, changement de configuration qui a eu lieu en mai entraîne un incident un mois après? Est-ce qu'il y a un manque au niveau des tests end-to-end? Là, on peut se dire également, bah, peut-être maintenant avec Istio, avec les services mesh, de mettre en place une infrastructure qu'on appelle rouge et noir. Vous avez votre V1 qui est la rouge et en shadow ou en noir, la plateforme V2 et donc là avec, votre configuration spécifique de votre client. Et ce qui peut être intéressant, c'est d'envoyer le trafic de prod sur la rouge qui est votre prod et également sur cette, pré-prod et comme ça, on peut identifier, bah, là, s'il y avait un problème au niveau des POP, vous aurez remarqué au niveau des métriques qu'il y a un souci et donc cette prod qui est noire, qui n'est pas, qui est en mode shadow, donc en mode, ombre avec vos clients, vous pouvez déjà identifier s'il y a des soucis avec votre, flux de prod. Il y a tout ce qui est tester les procédures de votre IT runbook. En effet, quand vous avez des incidents ainsi tellement majeurs, vous devez rétablir au plus vite votre service pour votre client. Fastly, c'est son objectif. Donc c'est pour ça qu'ils ont résolu le problème en moins d'une heure, mais parce que je pense qu'ils ont un entraînement. Le vendredi après-midi, si c'est pas un jour de mise en prod, peut-être vous pouvez faire un roleplay afternoon. Donc l'idée, c'est de se mettre en situation le vendredi après-midi on pète quelque chose sur la dev et on regarde comment le réparer et on documente. Toujours documenter. Et quand vous avez une réponse inconnue, il faut s'arrêter proprement parce que sinon ça peut avoir des effets de bord. Pourquoi je dis cela? Il y a un autre exemple où c'est Uber Eats pendant une soirée a vendu 14 000 dollars de nourriture gratuitement. Pourquoi cela? Ce qui s'est passé, c'est que leur outil de paiement avait changé leur API, leur partenaire, l'API du partenaire avait changé. Et donc, au lieu de répondre, bah, il n'y a pas d'argent sur le compte, paiement refusé, quand on refait une demande, cette notion un peu d'idempotence au niveau de l'API, bah, au lieu de répondre, bah, paiement refusé, il n'y a pas d'argent sur le compte, d'un coup, il dit, bah, la requête est refusée parce que il n'y a toujours pas d'argent. Et donc, Uber Eats ne prenait pas en compte ce changement qu'il y a eu au niveau de l'API partenaire et considérait que bah, comme j'ai un 200, c'est qu'il y avait de l'argent sur le compte. Et donc, ce changement qui a été fait côté partenaire a impacté directement Uber Eats et pour eux, c'était qu'il y avait de l'argent sur leur compte et donc il n'y avait vraiment pas du tout, ils sont pas fait payer. Donc, au lieu d'avoir ce fonctionnement un peu, si j'ai un message inconnu, je sais que ça fonctionne parce que le protocole m'a retourné un code 200. Non, si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, vous refusez et vous allez mettre à jour votre API ou votre code métier le lendemain parce qu'il y a eu un changement côté partenaire. Est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, non. Autre histoire, on revient chez OVH Cloud dans mon équipe. Et toujours sur ce fameux legacy. Donc, toujours le même début, téléphone d'astreinte qui sonne. Et là, nous avons un souci pas sur le data lake en lui-même, mais sur une des applications qui gravitent autour,
les applications satellites. Vous savez, le fameux legacy, là j'essaye de restarter le service, l'application en question. Ce n'est pas suffisant. En effet, le service, quand je le restart, il fonctionne pendant 20 minutes de manière vraiment très dégradée et il tombe. Je commence à regarder un peu dans les logs. Je me rends compte qu'il y a des GC log, il y a des HIP. Donc, ça fait supposer à un crash de la JVM. Et au niveau des logs, il y a Zookeeper disconnected, connected, reconnected, suspended, ce qui fait mauvais augure. Comme c'est un crash de la JVM, nous avons doublé la HIP. On gagne un peu en stabilité. Au lieu de crasher en 20 minutes, ça crache en 40 minutes. Néanmoins, ça crache toujours. Donc on ne peut pas admettre ça comme un workaround. On peut également dire bah, on va commencer à tuner la JVM avec de nombreux paramètres, voire changer de moteur de JVM avec Azul ou Shenandoah. Et donc, on peut commencer à dire bah, on va faire beaucoup d'optimisation de tuning de JVM. Il y a eu une conférence, donc là je vous invite à regarder. Elle est très intéressante, mais très technique, de Riviera Dev 2019, qui est donnée par Jean-Philippe Bempel de chez Criteo, donc qui est comprendre les GC basse latence. Le garbage collector vient ici pour optimiser l'utilisation de la mémoire, mais quand il n'y a plus de choses à faire, il crache. En effet, comme on est encore en train de parler du Covid, il y a une petite analogie avec le code legacy. Ne faites pas la dernière étape, hein. C'est juste une private joke des joies du code, mais je trouvais ça rigolo. Donc un message de Santé publique France. Revenons sur ce problème de JVM, dont le même Jean-Philippe avait donné vraiment un meet-up très poussé à la Perf User Group de Paris. Mais rappelez-vous, on est sur du legacy, l'analogie de la grotte. En plus, le monde Hadoop il est encore sur une version ancestrale de Java 8, alors que la Java 18 vient de sortir. Je commence à regarder au niveau du back-end et je me rends compte qu'il y a une base de données qui s'appelle RocksDB, créée par Facebook à l'époque, avant d'être open sourcée. Et donc, cette RocksDB fait quand même plus de 128 Go. Pour une petite application web qui fait juste du query, je trouve ça énorme. Donc, je commence à plonger dans cette hypothèse. Je regarde le bash history, je regarde l'arborescence des fichiers, il y a des scripts propriétaires de cet outil qui s'appelait Dremio et qui permet de cleaner, supprimer les orphelins, réindexer cette base de données. Donc, je coupe complètement le service et je commence à faire cette phase de nettoyage, de maintenance, plutôt longue, mais une fois le service restauré, le service fonctionne. Ça s'est reproduit, donc l'incident était redevenu un problème. Donc ce script-là, je l'ai lancé de manière bi-hebdomadaire, donc 2 fois par semaine, et depuis, j'en entends plus parler de Dremio Legacy. Pas de questions, donc je continue. Cette notion d'effet de souffle, donc je trouvais que c'était un très beau sujet à vous faire partager. Toujours en plus, ça match avec le précédent sur Zookeeper. Qu'est-ce que Zookeeper? Parce que je vous ai parlé de Zookeeper, mais je ne l'ai pas présenté. Ça a été créé en même temps qu'Hadoop. C'est vraiment le cœur de beaucoup de systèmes de distribués. Kafka en faisait partie jusqu'à la version 2.8. C'est l'ancêtre de Consul et de TCD à ce niveau-là. Et donc, comme etcd et Consul, c'est un KV, un Key Value Store, de manière hiérarchique. Ça a de très bons résultats au niveau des tests Jepsen, excellent site qui vient tester toutes les bases de données et essayer de les poutrer au maximum pour les faire tomber, donc dans différents scénarios inimaginables. Donc ça a de très bons résultats, ce qui est plutôt pas mal. Les avantages de Zookeeper, il permet de suivre des changements sur un PAF, donc de les watcher. Il y a une notion de nœud éphémère, de session, et c'est le cœur central de notre infra là chez Elastic Cloud.
Donc Zookeeper, comme sur beaucoup de systèmes distribués, c'est le cœur névralgique. Ça s'est passé en 2018 et ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, le Zookeeper commence à avoir un peu chaud, le CPU commence à monter. Comme sur mon problème sur Dremio, sur Dremio, c'était la GC qui partait en sucette, mais comme Zookeeper commence à avoir un peu chaud, bah, il n'arrive pas à maintenir il n'arrive pas à répondre à tous les clients de manière rapide. Et donc, bah, il y a des clients qui time out. Ce qui se passe, bah, Zookeeper s'est déconnecté, bah, j'essaie de me reconnecter. Ce faisant, bah, les clients commencent à solliciter encore plus Zookeeper, qui commence à avoir le CPU qui commence limite à atteindre 100% et lui-même à avoir des garbage collectors sur le core, donc sur l'infra. Et le fait d'avoir des GC, bah, il ne peut pas répondre à tous les clients dans le temps imparti. Et donc, il y a d'autres clients qui se déconnectent, entraînant d'autres connexions sur Zookeeper qui n'arrivent plus du tout à répondre. Et ce qui se passe, c'est que comme leur infra est basée sur Zookeeper, bah, le client qui passe par les proxys et qui veut toucher l'infra est obligé de savoir la Zookeeper. Quand le client souhaite mettre à jour son infra, c'est mis dans Zookeeper qui va être après impacté par le constructeur. Donc c'est vraiment ce SPOF, le Zookeeper. Je ne vais pas pouvoir détailler en détail tout ce, toute cette résolution d'incident, mais il y a donc, c'était un meet-up à Toulouse Jug qui s'appelle War Story. Comment les poses de mon garbage collector ont pété la prod, qui est très intéressant, que je vous invite à regarder après la journée, parce que c'est vraiment hyper intéressant leur résolution. Et ce qui s'est passé, c'est que pour communiquer avec Zookeeper, toute cette infra-là, ils utilisaient une lib qui s'appelle Apache Curator pour interagir avec Zookeeper. Et ils avaient une version un peu obsolète de ce plugin. Et donc, il y avait ce bug-là où, quand ils se déconnectaient et reconnectaient, ils poulaient plein d'informations et donc sollicitant encore plus l'infra qui a déjà des soucis. Donc, ce qu'on peut mettre en patch, c'est déjà, ils ont, dans leur meetup, ils ont expliqué qu'ils ont un système d'automatisation d'incidents qui est très intéressant. Donc, il suffit de faire, bah, je vais le faire là sur le chat. Alors, je sais pas comment se passer, le chat va leur répondre, mais il suffit à eux de faire un create incident, SPOF par exemple. Ah, voilà. Et ça, automatiquement, ça va créer une war room. Donc, il y aura un channel spécifique à ce sujet, donc par rapport à cet incident. Il y aura un Google Doc qui va être automatiquement ouvert, donc pour de manière collaborative, mettre des informations, échanger entre les équipes, faire des changements d'équipe, donc de pouvoir récupérer la connaissance de l'équipe précédente qui a travaillé dessus. Et donc, ils ont donc ce système d'automatisation, très intéressant. Maintenir vos patchs à jour. En effet, Apache Curator, dans leur version plus récente, avait ce bug fixe. Mettre en place un circuit breaker. Quand votre API souffre, bah, vous avez des métriques qui disent bah voilà, votre API est en train de souffrir. Et donc, quand vous faites des nouvelles connexions, c'est ce circuit de breaker qui va dire bon, comme là j'ai l'infra qui est un peu qui est un peu sous l'eau, bah, la moitié de l'infra, la moitié des requêtes vont pouvoir passer et continuer à être interagies. Et dans l'autre, on va dire bah désolé, le service est actuellement indisponible, veuillez réessayer un peu plus tard. Il y a aussi des règles comme un diesel, de démarrage de manière safe. Donc quand vous restartez, en effet, si vous restartez Zookeeper, bah, les clients sont tous déconnectés. Et si vous redémarrez comme ça sans rien faire, bah, tous les clients vont venir interagir avec Zookeeper qui va à nouveau crasher. On peut le voir aussi chez Doctolib, la mise en place d'une liste d'attente. Quand il y a eu la mise en place de la dose de rappel, il y avait l'utilisation de la Cloudflare Waiting Room pour éviter que tous les Français viennent faire tomber les serveurs web de Doctolib. Il y a un talk à Devox à ce sujet. Et c'est aussi la mise en place de tests de Chaos Monkey
donc pour pouvoir analyser ces effets de bord. Pas de, que- pas de questions, donc je vais continuer. Toujours sur la JVM, je trouve que les sujets sont comme ça en plus ça s'entremêle entre les histoires. Là, on est chez Criteo en février 2018 et ils perdent leur data lake. Criteo, une entreprise qui se base sur les publicités en ligne et un système d'enchères. Et c'est le data lake qui permet de faire ce calcul de quelle est la meilleure offre par rapport à la meilleure demande. Donc il y a toute cette optimisation-là. Et donc quand le data lake y est tombé, ils ont pas du tout la capacité de répondre à leurs clients, donc de proposer la meilleure pub sur différents sites. Donc c'est vraiment comme l'exemple d'Eliott, ils perdent de l'argent minute par minute. La personne d'astreinte à ce moment-là était newcomer, c'était son premier week-end d'astreinte et elle met du temps passe avant qu'elle se rende compte de l'ampleur de l'incident. La root cause de cet incident est une limite logicielle d'HDFS qui est le file system d'Hadoop. Le nombre de blocs maximum avait été atteinte et ça a été fait en 24 heures. En effet, on le voit là sur le Grafana qui vient de Medium. Pareil, si vous voulez le lire, c'est vraiment très intéressant. Donc pour résoudre cela, ils ont patché le workflow qui a créé plein de blocs et ils ont réajusté aussi la JVM, c'était l'occasion. Surtout sur la prod, il faut toujours faire du tuning. Les actions intéressantes dans la résolution de l'incident, c'était de stopper tout le control plane, de commencer à les démarrer un par un, mais de les déconnecter complètement de l'infra, un peu comme notre Zookeeper précédemment, et de venir ajouter des groupes de clients au fur et à mesure. Ils ont donc également mis à jour la heap size de l'outil. Ils ont réactivé donc d'abord les RPC, donc un peu, on le connaît avec les gRPC, puis les services, puis à la fin, ils ont disponibilisé le data lake pour les clients. Et ils ont investigué sur cette courbe-là, pourquoi il y a eu de 218 à 42 millions de blocs d'un coup en l'espace de 24 heures. Au niveau des chiffres, il y a eu 5 personnes qui ont été dessus pendant les 36 heures. Ça s'est passé du vendredi soir au dimanche matin à 1 heure du mat. Et il y a eu en tout 20 personnes impliquées pour venir résoudre l'incident. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure avec les Chaos Monkey, ça peut être intéressant dans ce genre de problème de tester la limite hardware de votre infra et également software pour savoir bah voilà, quelle est les limites en termes de nombre de connexions, en termes de là c'est des blocs, en termes de nombre d'utilisateurs ou de base de tables, par exemple, créées dans votre base de données, pour savoir bah voilà, quelles sont les métriques que je dois mesurer et également bah voilà, quelles sont mes limites que mon infra ne pourra pas atteindre et qu'il faudra pas, surtout pas atteindre. Donc ça peut être intéressant de anticiper les limites de l'infra plutôt que de les vivre. Il y a aussi un très bon talk au niveau Hadoop, donc sur leur retour d'expérience. Je pense que c'était aussi au la Devox. Donc les liens sont sur mes slides. Donc comme je vous expliquais, les tests de perf. Au niveau du monitoring, bah voilà, les métriques importantes au niveau OS, au niveau GC, donc la JVM, tout ce qui peut anticiper et mettre des alertes préventives plutôt que curatives. La mise en place de sondes, l'observability et les serveurs de délestage. Là, on parle d'un service critique de Criteo, mais peut-être il y aura eu un data lake qui gère toute l'infra
et peut-être tout ce qui est considéré critique, qui ne peut pas tomber sur un deuxième data lake. Ainsi, bah, vous mettez pas tous les œufs dans le même panier. Donc, serveur de délestage ou de backup est plutôt pratique quand vous devez tester des MEP. Donc là, on parle de grands comptes. Néanmoins, on a la même chose, c'est des petites startups. Là, c'était Newsblur qui était un flux de RSS et ils lancent leur V2. Tranquillement, le fondateur lance sa V2 un samedi soir tout content et il l'annonce sur Twitter, bah voilà, mise en prod, c'est bon, je peux aller me coucher. Le lendemain, plus rien. Il perd toute la base de données clientes, les clients râlent et ils commencent à regarder, donc c'est sur leur blog, et ils se rendent compte que les datas ont été backup, vous devez payer 3 centimes de Bitcoin pour les rétablir en 48 heures. Sinon, je vais exposer tous vos données, tout ça. Ce qui se passe, c'est qu'ils ne payent pas et ils identifient le problème. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils travaillaient, donc c'est un peu un slide project avancé, parce que c'est comme une startup. Mais donc le samedi soir, comme la dev fonctionne bien au niveau de la V2, bah, elle la pousse en prod. Et comme le cas d'Eliott, ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de pousser les crêtes de la prod, il a poussé par mégarde les crêtes de la dev. Et leur MongoDB, sur la dev, il n'avait pas de mot de passe. Donc bah, l'attaquant, le premier qui s'est rendu compte, bah, celui qui a écrit le message, il s'est rendu compte qu'il peut se connecter sans mot de passe sur la DB de prod de MongoDB. Donc c'est comme ça que la personne c'est une attaque, c'est limite sur un honeypot quoi. Il y a pas de gros, il s'est pas exactement fait pirater, c'est juste une mauvaise configuration de la DB de prod. On peut penser que Twitch peut avoir des trucs similaires, donc il suffit qu'il y ait un petit trou dans votre infra et après qu'on appelle ça une attaque latérale qui vienne explorer les différentes couches. On ne sait pas, donc je vais pas m'attarder dessus, mais on ne sait pas pour l'instant ce qui s'est passé avec Twitch, mais c'est vrai que autant de gigas leakés, on peut se poser des questions. On peut se dire aussi, quand un Dan a fait un talk dessus, de éviter le hype-driven development. Donc, aller sur ces confs, toutes intéressantes, on dit: «Bah, waouh, très beau produit, Firecracker» ou je ne sais quel outil et on est juste sur une V0, c'est même pas une version de prod et on commence à déployer ça en prod alors que le projet est balbutiant. On voit très bien le cas avec, avec Kubernetes. Kubernetes ne fonctionnait pas à l'époque où il a été lancé, fonctionnait pas. Il fonctionnait bien, mais toutes les couches de sécurité ont été mises en place un peu plus tard qu'au début. La même chose pour MongoDB. MongoDB, par défaut, c'était ouvert. Vu que c'est du local, on n'exposait pas sa DB comme ça sur Internet, quoi. Donc, il faut faire un petit peu attention. Donc, cette histoire de Newsblur, on peut se dire, bah, faire attention au niveau des outils, faites, ayez bien confiance, documentez-vous comment hardener votre infra. Le CI/CD, donc pour éviter les erreurs là de mauvaises, fichiers de conf, partagés, on peut aussi, faire du DevSecOps à ce niveau-là. Se dire: «Bah, là, par exemple, il a merdé, on peut se connecter sur la DB de prod, sans mot de passe». Bah, ça peut être l'occasion de mettre un test pour voir, bah, est-ce que la prod est vulnérable à admin ou, une connexion sans password? Et donc ça ferait partie des tests unitaires de voir si la prod est bien sécurisée et vraiment l'isolation des configurations, comme le premier cas, parce qu'il ne faut pas mélanger des torchons avec des serviettes. Merci Laurent. Donc, on va passer sur la conclusion. En bref, toutes ces petites histoires. Il y a la première, l'idée de ne pas blâmer, donc de ne pas, rejeter la faute sur quelqu'un et pointer du doigt. Donc ça, c'est vraiment la base au niveau SRE.
dans le livre de Google. On Toujours ne pas donner de l'importance à vos tests, donc que ça soit une équipe QA ou vous-même, et essayer de mettre votre infra à bout avec les tests des Chaos Monkey. Formez vos équipes, c'est important. Documenter, documenter, tester, rejouer, s'entraîner. Donc si le vendredi, ce n'est pas un jour de prod, profitez pour, former. En plus, ça fait un partage, un échange. Il y a du liant qui se réalise. Testez fréquemment vos backups. On a vu NewsBlur, qui était une startup, a peut-être réussi avec sa V2 parce qu'ils ont, là, il y avait l'attaquant qui avait tout supprimé, mais le backup, il l'a restauré. Backup de la veille, voilà, les clients sont contents. CI/CD et éventuellement toute la partie sécurité qu'on peut déjà mettre en place tout de suite. Quand on déploie, on teste si on n'a pas déployé avec admin. Et vraiment en retire l'observability, donc en retirer des métriques importantes. Quand vous avez un incident, là par exemple, les poses du garbage collector, peut-être les remonter en métrique parce que ça peut être intéressant de les monitorer. Je vais vous parler de formation, la roue de l'infortune. Le vendredi après-midi, pourquoi pas, vous prenez votre équipe, vous prenez votre DB de dev ou de pré-prod et on va dire, on tourne, on va savoir quel incident va être réalisé. Donc tourner la roue de la malchance et on va faire ce scénario-là. Là, par exemple, c'est des erreurs 500 et documenter. Donc il y a le lien ci-dessous. Pour aller plus loin, voici la liste des post-mortem qui ont été présentés. La partie Facebook, faute de temps de la présenter, mais il y a beaucoup de posts à ce sujet, donc je vous invite également à le lire. Il y a même un GitHub qui les recense. N'oubliez pas, on a la chance d'avoir Denis sur la track 2 cet après-midi à 16h30. Donc si vous voulez continuer sur ce domaine Ops, allez le voir. Il y travaille chez Deezer et c'est un très bon talk. Si vous voulez me rejoindre dans mon équipe ou dans les équipes à côté, voici des QR codes. Vu que c'est la mode avec le Covid, des QR codes. Et je suis preneur de votre avis. Donc n'hésitez pas à me remonter ce que vous avez pensé de cette session. Donc les voici. Et pour ceux qui sont intéressés, il y a toutes les offres d'emploi sur carrière.ovh cloud.